Sortir de la polarisation de la crise sanitaire, donc sortir de la polarisation qui peut être associée à la crise actuelle, associée au coronavirus COVID-19. Donc voilà l'objet là, qui va être question de l'enregistrement présent. Donc j'ai décidé de le produire parce que alentour de moi, il y a des débats et je sens que c'est très chargé au niveau énergétique, là, émotif, en termes de tension entre des gens là, qui connaissent des oppositions là, par rapport à la crise actuelle. Donc, il y a différentes perceptions. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs mois, la crise dure, donc au moment où sont prononcés ces mots au micro, ça fait au-dessus de 6 mois qu'une bonne partie de l'humanité est sous tension en relation avec la crise du coronavirus. Donc c'est sûr qu'il y a ce que j'appelle une augmentation du stress que je peux voir. C'est sûr qu'il y a une fatigue aussi qui peut s'installer, une irritabilité par rapport à des gens là, qui sont exposés à la situation présente. Et puis, c'est sûr que présentement, il y a une grande polarisation de la population à l'égard des mesures qui sont prises, entre autres, là, par le gouvernement. D'un côté, il y a des gens qui trouvent que la dangerosité du virus a été minimisée par le gouvernement et une partie de la population. Et d'un autre côté, au contraire, il y a des gens qui trouvent qu'elle a été exagérée. Et par rapport à tout ça, ben, la crise dure depuis plusieurs mois. Donc, d'un camp comme de l'autre, c'est sûr qu'il y a des gens qui, dans le fond, vont faire des débats là, quand même assez intenses là, par rapport à ça. Donc, je ressens beaucoup de tension énergétique autour de moi. J'ai eu des discussions, c'est sûr, avec des gens sur Facebook, des discussions aussi en privé. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont graviter alentour de mon compte Facebook, mais j'ai été voir aussi là, à d'autres endroits sur Facebook. Et c'est sûr que présentement, là, ça anime beaucoup les discussions. Je sens beaucoup de tension par rapport à ça. Puis c'est sûr que vu que la crise ne se résout pas, rapidement, ben ça participe dans un certain sens à alimenter la frustration, la contrariété en relation avec ça. Parce que c'est sûr que si la crise aurait duré 2, 3 jours, ben après ça, on passe à autre chose. Surtout que ce qui participe à animer les tensions, c'est les répercussions de la crise. Donc, les implications que ça va avoir à long terme. Et c'est sûr que le dilemme éthique auxquels les gens sont confrontés en tant qu'individus dans le rapport à la crise ou les gouvernements dans leur gestion de crise par rapport aux mesures sanitaires qu'ils mettent, c'est que si d'un côté la crise est minimisée et que à quelque part ce qui va arriver c'est que bon si le virus est très dangereux, il y a plein de gens qui vont mourir ou des gens qui peuvent se ramasser là, aux soins hospitaliers là, intensifs. Et aussi avoir des conséquences là, à long terme, voire même des conséquences irréversibles. D'un autre côté, en termes de conséquences, si la crise est exagérée, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des conséquences collatérales, associées à elle, dans le sens que il va y avoir des gens qui peuvent se suicider à cause de la peur du coronavirus, des gens qui sont dans la dépression. Il peut y avoir des jeunes enfants qui connaissent de la négligence familiale, vu qu'ils ne vont pas à l'école parce qu'il y a une période de confinement où ils vont en avoir une autre. Ensuite, les moyens dans la gestion de la sanitaire peuvent avoir plusieurs répercussions, dont notamment, c'est sûr, l'endettement là, du Québec, du Canada, ainsi que d'autres pays qui, dans le fond, va se faire. Ensuite, ça pourrait déboucher sur une crise économique extrêmement importante qui pourrait amener des pertes d'emploi, qui pourrait amener des fermetures de commerce et qui pourrait, dans certains cas, amener des gens à être désespérés
Donc, c'est sûr que si un entrepreneur, ça fait 20 ou 30 ans qu'il a travaillé d'arrache-pied pour développer un commerce, puis du jour au lendemain, il perd sa commerce, mais il y en a qui peuvent perdre en même temps leur raison de vivre au niveau psychologique, puis se suicider. Donc, d'un côté comme de l'autre, par rapport au virus, que ça soit minimisé ou exagéré, dans les deux cas, il y a des répercussions sociales, économiques, sanitaires, voire même technologiques, qui sont très importantes. Donc, il y a des impacts, là. Peu importe, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est réellement. Dans tous les cas, c'est la population qui en subit les impacts. Puis, c'est sûr que c'est ça qui crée les tensions, la polarité. C'est sûr que des deux côtés, que ce soit les gens qui minimisent ou qui évaluent que c'est exagéré la gestion des gouvernements, c'est possible de citer des experts, des spécialistes, de donner des arguments aussi sur le plan intellectuel. Par contre, le terrain sur lequel je veux vous amener, c'est que au-delà de tout ça, il existe le plan supramental. Et à quelque part, l'objet de mon propos ici, c'est de ramener les gens à eux-mêmes, à leur sensibilité. Donc, c'est une invitation par rapport à tout ce qui peut être dit en lien avec la crise, tout ce que je peux avoir dit également, parce que récemment, j'ai fait des vidéos, puis j'ai fait des partages aussi sur YouTube là, que je prenais position dans un sens. Et c'est sûr que là, j'ai vu que ça a créé des tensions énergétiques avec certaines personnes. Donc, puis, à quelque part, tout ça, c'est délicat de prendre position. Et ce que je veux quand même mentionner, c'est qu'ultimement, l'objet de l'enregistrement aujourd'hui, c'est d'éviter les gens d'être en contact avec eux-mêmes et que, à quelque part, ce que je veux dire, c'est que il faut éviter de tomber dans le piège astral qui est de la polarité entre des gens, surtout des gens qui, depuis plusieurs années, sont impliqués dans une démarche de conscientisation. Donc, il ne faut pas que ça vire au niveau de l'attaque personnelle, naturellement. Et tout ça, c'est très délicat parce que la crise est très chargée émotivement, comme je le mentionne depuis tantôt. Donc, c'est sûr que l'objet de mon propos, dans l'optique de favoriser une sortie de la polarité, donc c'est que, dans le fond, je ramène les gens à eux-mêmes. Donc, c'est sûr que j'ai pris position, mais en même temps, j'invite essentiellement les gens à prendre, à se positionner eux-mêmes par rapport à eux-mêmes dans le rapport à la crise, tout simplement. Donc, voilà, je prétends pas être dans la polarité de la vérité en lien avec la crise. D'ailleurs, pour moi, la vérité, c'est une construction intellectuelle, c'est une forme, puis toutes les formes sont changeables, puis toutes les formes peuvent être neutralisées éventuellement par d'autres formes qui sont plus raffinées. Donc, voilà, l'objet essentiellement de ma communication. Et c'est sûr que, en tant que tel, mon optique aussi, c'est de dire que je respecte les gens qui disent avoir été malades dans certains témoignages en relation avec le coronavirus. Que ce soit autant les gens qui disent qu'ils ont été gravement malades, donc plus fortement là, qu'une grippe saisonnière, et en même temps, je respecte aussi les gens qui disent qu'ils l'ont eu et qu'ils évaluent que c'est moins fort qu'une grippe saisonnière, puis que dans certains cas même, ils l'ont eu, puis ils n'ont pas eu de symptômes, dont on parle des asymptomatiques. Donc, moi, c'est sûr que l'optique, c'est de respecter les gens dans leur expérience, aussi en relation avec le coronavirus. Parce que d'un côté, il y a des gens d'un camp qui peuvent ridiculiser les autres en disant qu'ils exagèrent les symptômes, puis les gens d'un autre camp vont dire au contraire, les symptômes ont été minimisés puis se sentent liés dans leur expérience. Non, non. Moi, je respecte les gens par rapport à ce qu'ils disent et par rapport à la nature de leur expérience. Donc, tout simplement, puis c'est sûr que les gens ne soient pas ou contre les mesures sanitaires gouvernementales. Mon optique aussi, c'est de dire, peu importe la position que les gens prennent, je les respecte là-dedans. Et c'est sûr que je ne demande pas aux gens de me croire lorsque je fais des enregistrements ou ce que je prends position par rapport à tout ça. Donc, je ramène les gens eux-mêmes puis qui évaluent par eux-mêmes.
Donc, écoutez puis évaluez par vous-même. Même chose par rapport au gouvernement, même chose par rapport aux médias de masse, aux médias alternatifs, et ainsi de suite. Donc, l'essence de mon propos, c'est de fondamentalement ramener les gens à eux-mêmes. En fait, je vise à avoir une certaine justesse dans le discernement que je peux faire par rapport à la crise pour pas diaboliser inutilement le gouvernement et les dirigeants des pays occidentaux, ni en même temps d'être naïf à leur égard. Et ça, c'est subtil parce que, à quelque part, c'est facile d'aller dans une polarité ou dans un autre, puis là, tout interpréter les informations dans un sens ou dans un autre en fonction du cadre de croyance qu'on peut avoir ou qu'on peut nourrir. Donc, puis, ce qui arrive aussi, c'est que les chiffres qui sont présentés peuvent être interprétés de plusieurs façons. Tout ça, c'est extrêmement délicat. Donc, c'est sûr que c'est de voir aussi son cadre psychologique. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu, j'ai tendance à être sceptique et pessimiste en général. D'ailleurs, tout ça a commencé quand que j'étais jeune. Mes parents me racontaient que le Père Noël existe. Puis là, je disais à mes parents, hein, on va à un centre d'achat, puis on va à un autre, puis le Père Noël, il est encore là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Donc, j'étais plutôt... Puis j'avais déjà tiré la barbe là, de gens qui étaient déguisés en Père Noël là, dans des commerces. Donc, j'étais très jeune, là, un individu plutôt pessimiste de nature. Donc, ça, c'est moi. Il y a d'autres qui sont plus optimistes. Il y a de différentes personnes, mais c'est des fois, c'est intéressant de regarder au niveau psychologique, c'est quoi plus sa polarité. Ce qui fait que, par exemple, je suis le genre de personne, à un moment donné, par rapport à mon auto, j'avais laissé la clé là, sur le contact. L'auto est en fonction, puis j'avais barré par mes gardes les portes. Puis depuis ce temps-là, ben, je traîne toujours avec moi des copies de ma clé de voiture de chacune de mes poches de pantalon, celle du côté gauche et droit, au cas où que j'embarre par mes gardes là, la clé à l'intérieur de la voiture. Donc, je suis plus de tempérament sceptique ou pessimiste. Donc, ça, c'est ma polarité. Et c'est sûr que c'est important de regarder un petit peu comment on est à la base parce que ça va amener une certaine forme de regard sur le gouvernement, sur des mesures, sur différentes choses. Fait qu'il faut faire attention. C'est sûr que par rapport à la situation présente, le fait que c'est très polarisé émotivement, ça peut participer à empêcher de voir clair. Et la dangerosité à travers de ça, c'est que ça peut amener de la division inutile par rapport à certains individus. Et ce que je vois, en fait, c'est que d'un camp comme de l'autre, il y a des gens de très bonne volonté qui veulent faire le bien, sincèrement. Mais ce qui arrive, c'est que tout ça, les discussions en lien avec la crise, c'est très délicat. Tu sais, si on regarde ce qui s'est passé, entre autres, sur les médias sociaux, ça a fait beaucoup discuter. Il y a eu Rick Saint-Germain, qui est un Québécois, qui a dit dans une vidéo qu'il est un microbiologiste, puis il a publié une vidéo dans laquelle il expliquait que par rapport au virus, le COVID-19 est beaucoup plus petit que les mailles des masques en tissu que portent la plupart des gens dans l'optique de bloquer sa propagation. Donc, c'est sûr que le port du couvre-visage est obligatoire au Québec, en France, dans différents pays présentement, donc dans certains lieux publics. Et puis, lui, c'est sûr qu'en lien avec ça, il a dit, regardez, là, le temps du virus est plus petit. Puis en faisant ça, ben, c'est sûr que lui, il voulait faire le bien, éveiller les gens, en faisant réaliser qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas la route, mais en même temps, c'est sûr que les décrypteurs ont sorti, en lien avec le site de Radio-Canada, un article, je pourrais vous le partager en bas de l'enregistrement à présent, et je vais en faire la lecture pour vous montrer un petit peu comment que c'est subtil tout ça, l'argumentaire d'un côté que de l'autre. Donc, dans l'article, il est marqué, selon le docteur Tellier, s'il est vrai que le coronavirus est plus petit que les mailles de la plupart des masses du tissu, ça n'empêche pas ces derniers d'être efficaces. L'erreur fondamentale dans ce discours-là est de penser que les particules virales sont exhalées à l'état nu, alors qu'en fait,
les virus sont contenus dans des gouttelettes, explique-t-il. Ces gouttelettes peuvent être jusqu'à 1000 fois plus grosses que le virus lui-même et sont en bonne partie bloquées par les masques en tissu, ajoute-t-il. Donc là, ce qu'il explique, c'est que le but des masques n'est pas de bloquer le virus directement, mais plutôt les gouttelettes que les gens peuvent produire lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils postillonnent, qui vont projeter dans l'environnement. Donc, c'est une nuance qui est subtile. Et par rapport à ça, ben c'est sûr que quand le masque, le port du masque a été rendu obligatoire, les gens n'étaient pas nécessairement au courant de tout ça. Et c'est sûr que Éric Saint-Germain, quand il parle de ça, ben il ne présente pas cet aspect-là qui permet de mettre en contexte le masque. Puis ensuite, on nous amène ça parce que les décrypteurs veulent faire le bien en clarifiant certaines informations pour les mettre en contexte. Et en même temps, ce qui arrive, c'est que sur les réseaux sociaux, l'article, la vidéo en fait d'Éric Saint-Germain, si je pense à Facebook, quand on veut la faire jouer, il apparaît l'article des décrypteurs. Donc, il y a des gens, dans le fond, qui vont évaluer que c'est de la censure, mais en même temps, les responsables de Facebook peuvent vouloir faire le bien en voulant amener des précisions par rapport à une information. Puis ceux qui dénoncent la censure de la vidéo peuvent vouloir faire le bien pour empêcher que la liberté d'expression soit atteinte présentement. Donc, étant donné que les droits individuels sont plus, entre autres, restreints là, en société occidentale. Fait qu'il y a plein de gens avec des bonnes intentions en lien avec la crise, mais comme tout ça, c'est très subtil puis délicat, ben ça crée des tensions puis des conflits. Donc, c'est ça qui arrive présentement. Et c'est sûr que ce que je voulais rajouter aussi par rapport à tout ça, c'est toujours le danger par rapport à l'information qui est présentée de prêter des mauvaises intentions qui ne sont pas nécessairement là, puis de se polariser. Donc, c'est sûr que si on est frustré d'une situation, ça peut être plus facile de projeter la frustration puis d'essayer de trouver des boucs émissaires. Donc, c'est sûr que par rapport à la crise présente, d'un côté, il y a des gens qui vont critiquer sévèrement Bill Gates, qui vont le diaboliser. Cet individu extrêmement riche là, qui a une influence considérable de par le fait qu'il finance présentement simultanément beaucoup de recherches par rapport à la vaccination. Donc, il y a des gens qui vont s'attaquer beaucoup à lui. Puis il y en a d'autres qui peuvent vouloir simultanément le mettre sur un piédestal en le voyant comme étant le sauveur de l'humanité qui va permettre aux êtres humains, de par ses recherches là, en matière de vaccination, de sauver la vie de plusieurs personnes. Fait que d'un côté, il y a des gens qui le perçoivent comme un bourreau, d'autres comme un sauveur. C'est sûr que par rapport à lui, puis ainsi que d'autres personnes significatives là, impliquées, que ce soit dans le domaine de la vaccination ou qui ont des rôles importants en relation avec la crise, avant de tomber dans la polarisation, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine prudence. Parce que tout ça, c'est très délicat. Puis d'un certain point de vue, il y a un adage qui dit le chemin qui mène à l'enfer est teinté de bonnes intentions, dans le sens que plusieurs personnes à un certain niveau veulent faire le bien, mais que peu importe ce qu'ils vont faire, il y aura toujours des dommages collatéraux. C'est-à-dire que les responsables du gouvernement minimisent ou exagèrent la nature de la crise. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont créer des dégâts au niveau humain. Ça, c'est clair, là. Donc, des répercussions à toutes, puis c'est de trouver l'équilibre puis la balance, puis ça demande beaucoup de justesse. C'est sûr que présentement, j'aimerais pas être à la place là, des dirigeants là, des pays occidentaux. Ça, c'est clair. Donc, c'est sûr que l'essentiel de mon propos, puis je reviens là-dessus, c'est une invitation aux gens d'avoir un esprit critique envers tous les gens qui se permettent d'intervenir en lien avec la crise, que ce soit les lanceurs d'alerte, les médias, le gouvernement et aussi moi-même, naturellement.
et de vous écouter d'abord, de suivre votre vibration et comme l'a déjà mentionné le philosophe jovialiste André Moreau, de vous choisir comme absolu. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est que le seul choix qui ne nous dégrade pas et ne nous divise pas, c'est le choix de soi comme absolu. Donc, choisissez-vous d'abord, parce que si vous voulez laisser le relativiser par les autres, bien à ce moment-là, vous êtes dépendant des autres. Donc, soyez pas satellite des autres. Donc, à ce moment-là, choisissez-vous d'abord parce que c'est ça qui ne va pas à l'encontre de votre intégrité. Donc, parce que sans ça, c'est sûr que si vous renoncez à votre esprit critique ou à votre discernement personnel, puis vous suivez aveuglément ce que les gens disent, que ce soit pour ou contre les mesures sanitaires, bien, vous êtes pas libre, vous êtes dans la croyance. Donc, c'est pour ça que l'idée de l'essence de mon propos, c'est de ramener les gens à eux-mêmes. Donc, pratiquer un rappel à soi pour que vous soyez en puissance. Parce que si vous choisissez comme totalité, au lieu de vous relativiser par rapport à votre environnement, ben, c'est ce qui vous permet, en tant qu'être, donc, d'être pleinement individué. Donc, c'est ça les enjeux, entre autres, dans notre rapport à la crise, ainsi que, comme d'autres choses aussi. Donc, c'est sûr que ce que ça me dit intérieurement par rapport à la crise, c'est que avec le recul, avec les mois puis les années, une évaluation plus objective, quand on va être plus détaché des émotions que ça engendre présentement, alors qu'on est confronté à la crise, puis le code de couleur là, qui augmente, entre autres ici au Québec, qui crée un stress, une tension. Donc ici, un code de couleur là, par région et qui fait penser, c'est sûr, au code de couleur là, qui est utilisé par, entre autres, les gens là, en milieu forestier là, par rapport au feu, pour évaluer le risque de feu. Donc, il y a le code vert, jaune, orange, rouge. Et c'est sûr que ça me fait penser aussi aux feuilles à l'automne. Donc, c'est sûr qu'à l'origine, les feuilles dans les arbres sont vertes, ensuite elles deviennent jaunes, ensuite orange et rouge, puis par la suite elles tombent. Donc, c'est sûr qu'en espérant que tout comme les feuilles qui changent de couleur à l'automne, le code de couleur ne changera pas de nature similaire pour éventuellement passer au rouge. Parce qu'après l'orange, qui est le code de la région dans laquelle je me trouve, Chaudière-Appalaches, bien, si il y a une augmentation du nombre de cas, ça va passer au rouge. Donc, c'est sûr que je trouverais ça regrettable. Mais bref, présentement, on est en crise. La situation est très tendue. Mais ça va être avec le temps et le recul où l'objectivité de conscience va pouvoir être plus présente pour porter un regard critique là, par rapport à tout ça. Et c'est sûr qu'il faut mettre en contexte. Puis c'est sûr qu'en tant qu'égo, ça me frustre beaucoup. C'est qu'on est dans une situation où l'humanité est expérimentale. Donc, les êtres humains fonctionnent par essai et erreur, étant donné qu'ils ne sont pas, en général, capables de capter l'essentiel de la réalité, dans le fond, sans sombrer dans la folie, sans sombrer dans la dépression. Donc ça, c'est au niveau vibratoire. Puis quand je parle de l'humanité, là, je m'implique là-dedans, là, naturellement. Donc, à ce moment-là, tant que les gens sont pas... Il y avait un adage qui dit quelle est la dose de vérité ou de réalité que vous êtes capable de contenir ou d'assumer sans être choqué ou sans sombrer dans la folie. Ben, c'est un petit peu la même chose qui s'applique par rapport à la crise. Donc, ça demande beaucoup de contenance pour faire face à ça. Et c'est pas nécessairement toutes les personnes qui l'ont. Puis je m'inclus là-dedans parce que ça m'a créé des tensions énergétiques dans les derniers jours, de voir entre autres des commentaires de personnes sur Facebook. Je suis transparent avec vous et en vous le mentionnant. Et je sens qu'il y a des gens qui sont très tendus dans mon environnement. Et c'est pour ça que je fais l'enregistrement présent pour calmer le jeu par rapport à tout ça. Remettre les choses en contexte que, bon, j'ai pu dire des choses dans le passé, puis je laisse les gens en prendre puis d'en laisser, comme dans toute chose. Et aussi, là, ce que je sens, c'est que j'ai plus le goût de ramener
mes enregistrements, au lieu de faire un commentaire radiophonique comme je le faisais dans les derniers jours, plus ramener ça, en tout cas dans les prochains temps, plus au niveau de l'étude supramentale, au niveau de la vibration de mon travail que je fais. Donc, peut-être qu'éventuellement, je vais recommander la crise. Je me donne, bien sûr, cette liberté-là. Pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de sujet tabou. Tout peut être exploré. C'est sûr que ça ne fait pas nécessairement tout en public, là, naturellement. Il faut respecter les sensibilités des gens. Mais l'individu, pour moi, a le droit d'être capable de faire une lecture sur n'importe quel sujet. Donc, ça, c'est dans la dynamique dans laquelle je m'inscris. Mais je recadrerai mes activités pour les temps prochains, entre autres, en relation avec des études supramentales. D'ailleurs, j'ai mis en ligne récemment une entrevue mémorable que j'avais faite avec Marc Delassalle le 28 septembre 2011. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que Marc Delassalle est décédé il y a quelques semaines. Et puis, ça m'a donné le goût de revisiter les archives d'enregistrement que j'ai faites avec lui, parce que quand même, là, de 2011 à aujourd'hui, façon de parler, il y a quelques semaines, à 2020, j'ai fait plusieurs enregistrements avec lui. Et avant que j'aie la chaîne de David Lévesque sur le web, j'avais réalisé entre autres sur une autre chaîne de la web radio, où j'avais produit plusieurs enregistrements avec différents invités. Et là, c'est sûr que suite à son décès, là, d'ailleurs, j'ai remis le premier entretien que j'ai fait avec lui pour voir où ce que j'étais sur le plan vibratoire. Puis le dernier entretien que j'ai fait avec lui est également disponible en ligne. Donc, ça permet de voir aux gens où ce qu'on en était rendu à travers nos échanges. Fait que c'est quand même intéressant là, comme perspective. Et là, j'ai remis le deuxième entretien que j'avais fait avec lui du 28 septembre 2011. Et c'est sûr que ça date de quand même un certain nombre d'années, mais je vous dirais que c'était beaucoup une discussion au niveau des principes. Donc, c'est-à-dire que quand la discussion est amenée au niveau des principes vibratoires, ça a une portée à long terme, à la différence d'un commentaire radiophonique qui peut être fait là, sur l'actualité. Donc, ça a une autre portée en termes de communication, de diffusion. Donc, probablement dans les prochains temps, là, je vais revisiter aussi d'autres enregistrements pour évaluer là, si j'en mets d'autres aussi en ligne. Et c'est sûr que sinon, je voulais remercier aussi les gens qui apprécient des enregistrements que je produis au fil du temps et qui m'ont acheminé des virements là, de contributions financières là, par le service sécurisé là, d'Interac et également là, de PayPal. Donc, d'ailleurs, vous avez les coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr que les gens qui apprécient, entre autres, ma chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus, là, naturellement, là, pour me faire parvenir des montants d'argent. Donc, l'invitation est lancée par rapport à ça. Sinon, pour me changer les idées là, par rapport à la crise du coronavirus, parce que il y a un adage qui dit, lorsqu'on a le nez là, collé sur l'écorce de l'arbre, on ne voit plus la forêt. Donc, j'ai été beaucoup dans les derniers jours, beaucoup là-dedans, dans l'étude, puis là, je vais à recanaliser autrement mes énergies, faire d'autres études sur d'autres sujets. Et je me suis intéressé, entre autres, à la météorologie, donc l'étude des phénomènes météorologiques. J'ai décidé de m'y attarder au moins une fois dans ma vie. Puis à partir d'un texte en anglais, j'ai décidé là, de traduire certains mots, puis de faire l'étude pour comprendre là, les phénomènes associés à la météo, entre autres là, par rapport aux ouragans. Donc, c'est sûr qu'il y a l'enjeu, bien entendu, de la crise sanitaire, mais il y a aussi l'enjeu qui nous guette présentement des changements climatiques qui pourraient augmenter une augmentation, entre autres, des ouragans, des phénomènes météorologiques extrêmes. Et pour bien me démêler par rapport à ça, et j'avais le goût de vous partager ça pour vous amener dans une autre vibration complètement. Donc, s'il y en a que ça intéresse là, d'entendre parler de tout ça dans les prochaines minutes, mais le résumé que j'en ai fait, j'ai lu un texte là-dessus. C'est sûr que c'est intéressant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de documentation. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, il y a... avant qu'il y ait la formation d'un ouragan, c'est intéressant parce que là, on se dirige vers la période, là, c'est sûr, des ouragans là, dans le sud des États-Unis
qui peuvent avoir un impact, entre autres, sur la Floride, c'est qu'avant qu'il y ait un ouragan, tout d'abord, il y a un orage. Et en anglais, ça s'appelle thunderstorm. Ensuite, il va y avoir une dépression tropicale, tropical depression. Donc, la dépression tropicale, c'est le résultat de groupes d'orages durant longtemps. Donc, des orages qui durent pendant une longue période de temps et qui vont s'organiser ensemble au-dessus d'un océan tropical et qui vont occasionner du vent de plus de 42 000 à l'heure, donc 67,5 km/h. Ensuite, la dépression tropicale peut entraîner une tempête tropicale, tropical storm. Donc, c'est une dépression tropicale dont le vent passe de 43 à 74 000 à l'heure, donc de 62,9 km à 119 km. Donc, ça augmente en intensité. Puis, lorsqu'on atteint le stade, donc l'orage qui devient une dépression tropicale, qui devient une tempête tropicale, avec une augmentation de la force de vent, il va lui être attribué un nom puis être surveillé activement par satellite pour voir s'il empire et s'il prend la forme circulaire d'un ouragan. Et si le vent souffle plus que 75 000 à l'heure, donc plus de 120,7 km/h, nous parlons ensuite de la naissance d'un ouragan. Donc, c'est ça qui mène à l'ouragan. Donc, c'est intéressant de regarder le processus, dans le fond, météorologique qui mène à ça. Donc, on voit que ça part d'un orage qui devient une dépression tropicale, qui devient par la suite, en augmentant en force, en intensité, une tempête tropicale, puis en augmentant encore en force puis en intensité, un ouragan. Donc, lorsque je vais entendre parler dans le futur d'ouragan dans les bulletins de nouvelles, parce que c'est sûr qu'avec les changements climatiques, on parle de la probabilité d'une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Ben, je vais mieux savoir là, c'est quoi. Donc, c'est sûr qu'un des aspects aussi à prendre en considération, c'est le danger de surinvestir de notre temps, de notre attention, la crise présente du coronavirus, puis de négliger d'autres éléments, que ce soit les changements climatiques ou autres, qui peuvent avoir une grande incidence sur l'humanité si on s'intéresse à des questions qui ont de l'impact sur le collectif, et aussi au niveau individuel, négliger sa propre vie. Donc, négliger de s'entraîner sur le plan physique, négliger de passer du temps avec les gens qu'on apprécie, négliger de faire, que ce soit le ménage, faire à manger. Il y a des choses qu'on peut négliger là, si on est trop absorbé dans quelque chose. Donc, c'est sûr que présentement, en tout cas dans les prochains jours, je vais prendre une pause là, parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements là, de commentaires sur la crise, puis là, je vais me ramener dans une vibration plus impersonnelle en faisant entre autres l'étude d'enregistrement que j'avais faite Marc, et c'est sûr que j'ai l'intention d'en remettre d'autres là, probablement en ligne là, pour rendre hommage là, à la qualité de son travail là, naturellement, une fois qu'il est décédé, et sinon produire aussi d'autres enregistrements qui vont viser à diffuser des éléments en lien avec la conscience supramentale. Donc là-dessus, je vous quitte. Je vous dis à bientôt. Au revoir.